j'ai ressenti cet appel, et ben j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et pas laisser de place au doute et foncer. Et j'ai annoncé très très vite que je démissionnais et que je partais réaliser un rêve, faire le tour du monde. Et finalement, j'ai fait un lapsus le jour où je l'ai annoncé à mon père. J'ai dit « Papa, je pars faire le tour de moi-même ». J'ai toujours été quelqu'un qui croyait qu'il existait plus grand, mais on peut dire qu'au bout de 3 semaines de voyage à peine, je l'ai pris en pleine face, ce plus grand. Et donc j'ai laissé, il y a eu un moment symbolique dans mon voyage où j'ai laissé mon guide touristique dans une communauté spirituelle qui a changé ma vie. J'aurais dit « J'en ai plus besoin, je vais me laisser guider par d'autres formes de guides pour ce voyage ». La loi de l'attraction, c'est une loi qui a été élaborée, qui est établie, qui est prouvée scientifiquement. 2 énergies similaires s'attirent. C'est pour ça que je dis que je reconnecte les gens, je les fais passer d'une vie logique à une vie magique. C'est là que on devient créateur. C'est là que des miracles arrivent, c'est là que des choses qui font pas sens arrivent, c'est là que notre vie devient une succession de synchronicités complètement extraordinaires. Et voilà, on se sent effectivement créateur et soutenu surtout par quelque chose d'invisible et de sacrément plus grand que nous, avec lequel c'est un bonheur de co-créer. Qu'est-ce que tu fais? Tu minimises ton rêve? Tu te dis, je vais pas faire un Ironman, je vais juste faire la course du quartier? Ou tu décides que tu mets un plan en route et puis voilà, je vais devenir la personne qui sera capable de passer la ligne d'arrivée d'un challenge pareil, quel qu'il soit, et puis tu profites de la trajectoire. Et si Margot, dans 5 ans, veut avoir de quoi remercier celle que je suis aujourd'hui, j'ai envie d'être digne, de me donner les moyens dans le présent, de créer un futur hyper abondant, hyper agréable, tu vois, un futur dans lequel je vais devoir me pincer pour réaliser. C'est vraiment ma réalité, quoi. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Candice et je suis animée par une quête de liberté que je chéris depuis toujours. Liberté chérie, c'est le nom du podcast. Liberté d'être et de faire ce qui résonne au plus profond de notre âme. Comment se libérer des freins conscients et inconscients qui nous entravent en se connectant au cœur et à l'être puissant que nous sommes tous. Grâce à des parcours de vie inspirants, des coachs, des thérapeutes, nous viendrons apporter des clés pour sortir de notre cage mentale et ouvrir en grand les possibilités d'envol et la connaissance de soi. 4, 3, 2, 1, décollage. Vous pouvez suivre Liberté Chérie sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes audio en ligne ainsi que sur Instagram. À tout de suite. Bienvenue Margot sur le podcast Liberté Chérie. Je suis hyper heureuse de te recevoir là, d'autant plus que c'est assez significatif pour moi parce que j'ai fait ta rencontre en 2019 dans le désert du Sahara, dans le cadre d'une retraite que tu as organisée en binôme. Ça a été vraiment pour moi le début d'un chemin en conscience. Et voilà, c'était un marqueur important. Et là, il y a ce marqueur de ce podcast. Et tu es là pour m'accompagner. Donc, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Je suis très heureuse d'être là. Merci à toi. Et donc, Margot, j'ai envie de te décrire un petit peu, de te définir avec mes mots. Pour moi, je te vois un peu comme une magicienne, une aventurière de la vie, une voyageuse, une conférencière aussi, une mentor, une entrepreneuse, une amoureuse, une rêveuse, une inspiratrice inspirée. Tu as aidé à inspirer des milliers de personnes au travers de tes accompagnements et conférences, dont un TED, avec pour profonde envie de guider l'humain vers plus d'alignement avec le cœur et aussi vers le champ illimité des possibles. Tu as la faculté aussi de rendre accessible la physique quantique à tous par des explications, mais surtout et aussi par tes expériences de vie. Et je suis certaine que tu nous en partageras, j'espère, quelques-unes pendant ce podcast. Aussi, pour arriver jusqu'ici, tu as eu un changement radical de vie il y a quelques années qui t'a mené sur ce chemin. Est-ce que tu peux nous partager brièvement ce passé, ce chemin? Alors, excuse-moi d'ailleurs, avant tout ça, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta description? Non, c'est une très chouette description. Merci pour tous ces mots, toutes ces étiquettes dans un monde où c'est normal, on en a plein. Et ça me fait plaisir aussi de voir le parcours parce que, par exemple, moi, pour revendiquer à un moment donné la casquette ou l'étiquette de coach, il m'a déjà fallu, vivre mon propre processus, puis celle de mentor, puis celle de conférencière, toutes celles ou de leader, tout ce que tu as listé là. Donc, c'était chouette d'entendre d'un coup, dit en 30 secondes, tout ce qui représente finalement des années de mue et de transformation perpétuelle pour moi. En fait, on est en 2024 et moi, fin 2014, j'ai tout envoyé bouler de ma première partie de vie. J'ai fait comme une espèce de crise, mais pas de milieu de vie. À 26-27 ans, j'ai quitté, je travaillais à l'époque dans le luxe à Paris. J'étais vraiment lancée après mon école de commerce et voilà, les choses se passaient bien pour moi, j'avançais vite. Et
Mais néanmoins, j'étais comme plein de gens, finalement pas du tout épanouie. J'ai vécu le harcèlement au travail, plein de choses. Et je me suis rendu compte assez tôt et de manière assez brutale, finalement, que j'étais pas du tout à ma place. Un des éléments qui a contribué aussi, c'est que ma maman a eu un grave accident. Et je dis toujours que c'est elle qui a failli passer, qui est passée à côté de la mort et que c'est à moi que ça a beaucoup rendu la vie. Parce qu'en fait, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et j'ai décidé de démissionner, de me séparer, de quitter la France et je suis partie voyager. J'ai suivi un appel qui était là depuis un certain temps, mais j'avais comme une espèce de voix qui revenait et qui me disait « Pars voyager, tu comprendras. Pars voyager, tu comprendras ». C'était déjà le début de cette voix qui me parle sans mots, mais qui est très directive en fait. Et j'appelle ça, des fois je dis que c'est Dieu sur la ligne 1, que c'est Dieu ou notre âme ou notre intuition. Et ce jour-là, cette période-là de ma vie, je remercie mais tellement la nana de 26 ans et demi que j'étais, qui en quasiment une semaine finalement, à partir du moment où j'ai ressenti cet appel, et j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et pas laisser de place au doute et foncer. Et j'ai annoncé très très vite que je démissionnais et que je partais réaliser un rêve, faire le tour du monde. Et finalement, j'ai fait un lapsus le jour où je l'ai annoncé à mon père. J'ai dit « Papa, je pars faire le tour de moi-même ». Et donc voilà, quelque chose en moi savait déjà. Et puis finalement, ça a duré 3 ans. J'ai fait 3 ans de tour du monde. J'ai découvert la spiritualité, le chamanisme, le développement personnel, l'énergétique. Et j'ai commencé à partager. J'ai commencé à être suivie dans mes partages. Mes partages ont commencé à faire du bien aux gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont réalignés en me lisant ou en m'écoutant et les choses se sont mises comme elles peuvent se mettre, comme un boulevard de lumière qui s'ouvre quand tu es au bon endroit, à la bonne place pour toi et que tu es finalement aligné certainement avec ta vocation première. Et quand je suis rentrée de ce tour du monde, j'ai créé une activité autour de ça. Oui, et d'ailleurs, ça fait 5 ans. Et oui, c'est fou. Et d'ailleurs, tu rentres même vers décembre. Mm-hmm. Et quoi, un mois plus tard, tu es contactée par TED, en fait. Pour TED, oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des espèces de lives, des lives sur Facebook pendant que je voyageais, parce que je me disais, mais tout ce que je découvre, en fait, et moi, ça me fait tellement de bien d'avoir sauté, d'être de l'autre côté. Je veux que les gens vivent ce que je vis. Et donc, j'ai commencé à faire des lives sur Facebook. Il y avait des centaines de personnes dès les tout premiers. Et puis, donc, finalement, il y a eu une espèce d'engouement autour de ça que j'ai pas du tout vu venir, ce qui fait que quand je suis rentrée en France, on m'a contactée directement pour des conférences dans des séminaires, des conférences dans des bars, des conférences dans différentes choses. Et moi, j'avais commencé déjà, on aura l'occasion certainement d'en parler, mais pendant ce voyage, j'ai vraiment décidé que j'allais suivre que mon intuition et mes guides en quelque sorte, parce que j'ai eu la chance de vivre une expérience hyper forte au bout de 3 semaines à peine, qui m'a vraiment ouverte à ce que je savais déjà depuis longtemps. J'ai toujours été quelqu'un qui croyait qu'il existait plus grand, mais on peut dire qu'au bout de 3 semaines de voyage à peine, je l'ai pris en pleine face, ce plus grand. Et donc, il y a eu un moment symbolique dans mon voyage où j'ai laissé mon guide touristique dans une communauté spirituelle qui a changé ma vie. J'aurais dit, j'en ai plus besoin, je vais me laisser guider par d'autres formes de guides pour ce voyage. Et donc, ça n'a pas arrêté. J'ai commencé à avoir de plus en plus de flashs, de plus en plus de messages. Et le message qui revenait en fil rouge, c'était par différents biais. C'était vraiment, ce voyage n'est pas censé changer que ta vie à toi. C'est écrit, tu es une forme de guide, c'est dans ta date de naissance, c'est dans plein de choses. Et donc, j'ai commencé à doucement, timidement au début, reconnaître cette posture qui était en fait naturelle chez moi depuis assez petite, finalement, de transmettre ce qui m'enthousiasmait. Et j'ai commencé aussi à avoir des flashs. Et c'est vrai que je me suis vue sur des scènes avec beaucoup de monde et ça m'a un peu intimidée au début. Et finalement, et j'ai raconté ça à personne, mais 6 semaines après être rentrée, j'ai été contactée par TED et je me suis retrouvée devant 700 personnes à faire une conférence assez rapidement après être rentrée. Ouais, donc ça venait peut-être, ça venait un peu clôturer ou ouvrir cette nouvelle étape. Et d'ailleurs, là, ce que je me demandais, c'est à ce moment-là, pendant ton voyage, tu es capable justement d'être connectée à ces informations, à ton intuition. Et est-ce que déjà, c'est quelque chose que tu avais avant cette connexion, ou est-ce que tu étais trop dans ta vie de tous les jours et tu étais coupée de ça? Très bonne question, parce que les deux, en fait. J'étais à la fois, je me suis toujours considérée comme une très grande intuitive, et aussi j'ai vécu des années entières en me déconnectant de cette intuition, c'est vrai, et elle est revenue hyper fort, justement quand je lui ai donné le premier rôle dans l'histoire de ma vie, et que j'ai décidé que oui, il y avait cette espèce d'élan, cet appel, cette phrase, et j'allais prioriser ça. J'ai quand même tout chamboulé pour. Ensuite, quelques mois après, le temps de partir, de m'envoler avec mon aller simple, de vivre ce moment où je dis
pas besoin d'un guide touristique, je vais juste me laisser porter par là où mon intuition et la vie va me guider. Et en fait, le fait de poser des actes aussi forts, c'est comme des déclarations d'amour vachement forts à une intuition. Elle me l'a rendu, quoi. J'ai vraiment été guidée, et maintenant j'appelle presque ça aussi autrement. Tu vois, ces flashs, etc., oui, ça a toujours été là, et maintenant je comprends que l'intuition, chez moi, elle prend de plus en plus aussi la forme de la clairvoyance, qui sont des aptitudes qu'on a tous, mais qui se développent aussi de plus en plus maintenant chez moi. Donc mon intuition, maintenant, c'est un peu comme si j'étais au cinéma, elle me parle vraiment fort en petite bande-annonce, quoi. Oui, d'ailleurs, on va développer un peu plus après sur ces intuitions et comment tu peux, à quelles informations tu peux te connecter. Et donc, en fait, il se passe un événement aussi au moment assez drôle que tu m'as raconté et que tu racontes de temps en temps. Après le TED, en fait, donc le TED est sur les plateformes en ligne, etc. Et puis là, il y a il y a un changement dans ta vie d'un seul coup. Alors déjà, le TED, important parce que peut-être, tout le monde ne sait pas, ne l'a pas vu. Donc, quel était le thème du TED pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas? Le thème du TED, c'était « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» Et la petite particularité, parce que je trouve qu'en fait, la façon dont j'ai géré ce TED, j'ai vraiment incarné ce que je suis venue dire sur scène, parce qu'en fait, on m'a proposé, quand j'ai eu la proposition, il y a eu un mélange de... j'étais honorée, ça sortait un peu de nulle part pour moi. Souvent, on candidate pour TED, donc c'était incroyable qu'on me demande de venir parler. Donc il y avait ça, il y avait de l'envie, de l'enthousiasme hyper fort, et puis il y avait de la peur. Franchement, il y a vraiment tout de suite eu une espèce de peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée la peur au ventre, j'ai signé, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais on signe un contrat, c'est une grosse institution, c'est un gros nom quand même TED, donc on signe un contrat et on s'engage à plein de niveaux. Et donc j'ai signé ce contrat avant même d'avoir choisi un titre et une thématique. Donc je pouvais plus reculer. C'est un peu saute. C'est un petit peu saute, et merci de me rappeler cette phrase que j'adore, que j'ai découverte en voyage: saute et le filet apparaîtra. Je sais pas qui est l'auteur initial de cette phrase, mais c'est vrai que je suis très associée à cette phrase parce que je l'ai beaucoup martelée en voyage, et les gens m'associent beaucoup à cette phrase. Donc j'ai effectivement sauté et le filet est apparu. Donc et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement il a été mis en ligne, ce TED, en décembre 2018. Comme j'étais quand même un peu suivie par une communauté online très engagée, il a tout de suite démarré quand même avec plusieurs centaines, puis rapidement plusieurs milliers de vues, à lui tout seul, grâce à ma communauté à moi. Donc c'était déjà chouette. Et donc il a fait comme une espèce de petite courbe comme ça, linéaire. Et puis après, parce qu'au début, j'étais super excitée. J'allais voir assez régulièrement où il en était, je ratais aucun commentaire, etc. Et il y a eu, j'arrive plus à me souvenir de ce qui s'est passé exactement, mais je me revois, j'ai vécu un truc important genre 4 semaines après, où j'ai vraiment, dans ma vie, dû incarner très fort ce que je dis dans ce TED, parce que la phrase clé de ce TED, c'est « Que ferait l'amour ?» À ma place, dans cette situation, que ferait l'amour? Concrètement, que ferait l'absence de peur? Et j'ai dû me repositionner de manière hyper ferme, mais pour autant dans l'amour, dans ma vie. Voilà. Et une de mes meilleures amies, à ce moment-là, qui avait suivi, m'appelle l'après-midi en me disant « Je sais pas si tu as vu », parce qu'elle regardait aussi, elle dit « Je sais pas si tu as vu, ton TED est à son échelle en train de devenir viral ». Et elle me dit « Je crois que c'est parce que… » Enfin, et c'est vrai, je venais d'un coup, d'un seul, d'énergétiquement m'aligner hyper fort au message. Et moi, dans ma conception et mes convictions, ça a propulsé, c'était le démarrage énergétique de ce TED qui, du jour au lendemain, effectivement, a commencé son grand destin. Et là, il est presque à 1 million de vues, et ça m'impressionne toujours autant. Oui, il est presque à 1 million de vues, presque. Et donc, à ce moment-là, avec cette anecdote, tu te rends compte que… est-ce que tu te rends compte que, en fait, l'énergie a un pouvoir sur ta réalité? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience avant, ou à ce moment-là, ça vient réancrer les choses? Est-ce que d'ailleurs, tu t'en rends compte sur le moment, sur cette anecdote-là? Alors, je pense que j'ai beaucoup connecté à ça pendant mon voyage, et c'est ce qui m'a permis, avec cette amie ce jour-là, de lire ce qui était en train de se passer via ce filtre-là. Et en fait, c'est tout simplement de comprendre aussi qu'il y a ce que l'on fait, les actions qu'on pose dans la matière, mais il y a l'énergie, l'intention, la posture qui est la nôtre au moment où on fait l'action. Et donc la même action, de l'extérieur, on a l'impression qu'une personne pose la même action, mais si elle le fait dans une énergie de manque, de peur, de stress, de besoin d'être inconscient, d'être reconnu par exemple, et la même action, mais depuis dans une énergie d'ouverture, d'abondance, avec une intention de donner, de contribuer, donc c'est une personne qui par exemple fait une conférence, dans les deux cas elle fait une conférence, mais c'est pas du tout pareil parce que l'énergie est différente. Et donc moi il y avait
un TED avec un message qui me tenait à cœur, qui venait même pas forcément de moi, mais que j'avais choisi d'en devenir l'ambassadrice, de poser mes mots et de partager ma compréhension de ce truc-là. Et quelques semaines plus tard, c'est comme si la vie m'avait dit « Tiens, t'es venu parler sur scène devant beaucoup de monde de ça, mais si je t'envoie un test, tu le réussis, enfin, tu appliques ce que tu viens de prêcher devant tellement de gens. » Et j'ai appliqué effectivement, et c'est comme si à ce moment-là, il y avait un réalignement, peut-être que j'étais pas 100% alignée dans ma vie à ce moment-là, et quand je me suis réalignée hyper fort au message, le TED a commencé à exploser. Quel est le chemin, en fait, à partir de ce retour de voyage, ce TED? Là, tu commences vraiment, du coup, tu dois aussi tout reconstruire, peut-être, enfin, avec toutes les expériences que tu as emmagasinées pendant ce voyage, mais tu arrêtes ton métier, tu reviens, donc tu deviens coach à ce moment-là. Tu te dis, tu mets des mots dessus. Comment ça se passe, en fait, ton retour en France? Quand je rentre, je pensais partir 1 an, et en fait, je suis partie 3 ans. J'ai très rapidement compris que je reviendrais pas au job que j'avais avant, ni même au secteur dans lequel j'étais avant. Et en fait, juste en suivant mon intuition, ma joie, pendant ces voyages, finalement, en fait, c'est des très, très bons conseillers, l'intuition et la joie, parce que ça m'a guidée complètement vers le développement personnel, vers le fait d'écouter les autres, de conseiller les autres, de guider les autres, d'inspirer. Et ça s'est fait complètement naturellement. Ce qui fait que quand je suis rentrée, je suis arrivée, j'avais déjà une communauté ultra engagée. J'ai annoncé que je venais donc aussi en complément de me former au coaching. Mais la vie m'a propulsée très rapidement par mes écrits qui étaient hyper authentiques. Et pour le coup, j'incarnais très, très profondément ce que je prônais là en voyage. Et en fait, il y avait une espèce d'énergie justement complètement dingue sur cette page et cette communauté à l'époque. Et donc, je suis arrivée et quand j'ai annoncé, en fait, ce que je fais un peu malgré moi déjà depuis 1 an et demi que je partage en ligne, parce que j'ai partagé pendant 1 an et demi la moitié de mon voyage, maintenant, je propose de le faire en individuel ou en petit groupe. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, quand je suis rentrée et que j'avais donc déjà des dizaines de milliers de followers à l'époque, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu es un mentor ? Je dis, mais je sais même pas ce que ça veut dire. En fait, j'étais devenue une espèce de mentor en réalignement, liberté, reprise de puissance personnelle pour des centaines ou des milliers de gens via mes textes, sans même savoir ce que c'était. Et ce mot, il a été, d'ailleurs, on parlait des étiquettes tout à l'heure, il a été challengeant à assumer de dire que j'étais mentor. Oui. Et aujourd'hui, finalement, je le préfère même au rôle de coach. Mais donc, je me suis lancée et c'était merveilleux parce que j'ai tout de suite eu une liste d'attente, moi. J'ai pas connu la phase où on démarre entre guillemets de zéro. J'avais acquis pendant 1 an et demi une sorte de renommée et une confiance avec les gens. Et donc, j'ai d'abord fait de l'individuel, puis j'ai proposé des groupes très, très rapidement. J'ai créé des retraites. C'est là qu'on s'est rencontrés parce que j'étais encore une baroudeuse dans l'âme. Donc, j'avais envie d'emmener les gens, de les faire sortir de leur zone de confort via le voyage. Donc, il y a eu des retraites au Costa Rica, il y a eu des retraites dans le désert, il y a eu des retraites en France. Et puis, finalement, là, on est 6 ans après, et tu vois, dans le programme dans lequel tu es même actuellement là, c'est magnifique parce que si je compare par rapport à janvier 2018, mon activité en janvier 2024, elle a 40 fois plus de clients qu'en janvier 2018. Comme tu le disais, moi, en ce moment, je suis un de tes programmes. Alors, on est nombreuses à le suivre. Alors, c'est des ateliers en ligne et tu parles beaucoup aussi... Tu nous expliques, comme je disais au début, la physique quantique. Tu nous donnes des mots plus simplifiés pour comprendre. C'est vrai que moi, au tout départ, j'avais lu le livre Le Secret, il y a quelques années. Oui, que tu n'as jamais lu. Qui parle donc de la loi de l'attraction. Voilà, c'est en d'autres termes la physique quantique. On appelle ça aussi de la loi de l'attraction. Enfin, voilà, c'est plus... Mais j'aimerais bien, pour ceux qui n'ont pas forcément, qui ont peut-être lu Le Secret ou qu'on comprenne la loi de l'attraction. Bon, aujourd'hui, c'est assez... on en parle beaucoup de la loi de l'attraction, les gens connaissent. Mais moi, je trouve ça plus intéressant encore de comprendre, parce que moi, à l'époque, je n'avais pas compris comment ça se passe, en fait. C'est quoi, la physique quantique ? Qu'est-ce qui régit, en fait, le monde, en fait. Est-ce que tu peux réexpliquer? Oui, pareil, alors, le programme, en l'occurrence, dans lequel tu es, qui s'appelle Quantum, et effectivement, Quantum, ça veut dire quantique, c'est un programme sur la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui m'intéresse ou me fascine depuis que j'ai 12 ou 13 ans. La première fois que j'ai lu un livre un petit peu là-dessus, c'était à cet âge-là.
Et ça a été en 2018, j'ai fait mon premier atelier sur la loi de l'attraction. Il durait, je me souviens, 1h30 et il y avait 100 personnes. En 2019, il durait 3 heures. Mon atelier sur la loi de l'attraction, il y avait 200 personnes, etc., jusqu'à aujourd'hui où il y a, il dure 5 semaines, mon programme sur la loi de l'attraction. Et il y a des centaines de personnes aussi. Et la loi de l'attraction, c'est devenu un concept marketing un petit peu à la mode, qu'on voit partout, mais les gens, et qui est souvent très mal expliqué. Le secret, apparemment, moi, j'ai toujours pas vu ou lu, mais c'est très chouette pour initier à ça. Ce que j'entends un peu, les critiques qu'on fait à ce documentaire ou à ce livre, c'est que ça donne l'impression qu'il faut juste dire « je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche », et puis de l'argent va apparaître sur la table ici. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais la loi de l'attraction, en fait, ce que moi, j'aime bien rappeler, c'est que il y a le mot loi. Loi, ça veut dire quoi? C'est comme la loi de la gravité, ou les lois de thermodynamique, ou les lois de mécanique, c'est les lois physiques et énergétiques qui régissent l'univers dans lequel on évolue, nous, et qui viennent expliquer la vitesse. La loi de la gravité, c'est si je lâche ce micro, il va tomber, c'est ce qui nous... Voilà. La loi de l'attraction, c'est une loi qui a été élaborée, qui est établie, qui est prouvée scientifiquement. 2 énergies similaires s'attirent. Mais c'est une loi énergétique. Il y a des lois physiques qui régissent le monde physique et il y a les lois énergétiques. Et pourquoi on parle de physique quantique là au milieu? Moi, encore une fois, je dis souvent, je ne suis pas une physicienne quantique, mais je me suis amusée à aller comprendre 2-3 choses qui nous permettent d'expliquer de manière scientifique pourquoi c'est vrai que la loi de l'attraction fonctionne. Et donc, c'est 2 énergies similaires s'attirent. Et nous, même si on dirait qu'on est juste un corps de matière, on est composé d'énergie. On va rester à un niveau assez grossier là, mais on est composé d'énergie. Si on nous regarde vraiment, nous, au microscope, on voit qu'on est une matière qui a son plus petit niveau de mesure. On est une matière qui est composée à plus de 99,99% d'énergie, même si ça fait pas sens de le comprendre comme ça et que ça demande de désapprendre un petit peu ce qu'on a appris, ce que la science nous a d'abord appris dans un premier temps. Et quand on accepte que, à notre essence, nous, on a une essence duelle, on est et matière, donc régie par les lois physiques, et aussi énergie, donc régie par les lois énergétiques, c'est génial parce que ça permet de comprendre que du coup, je suis beaucoup moins limitée que ce que je pense. Parce que physiquement, on est limité. Énergétiquement, on est illimité. Et notre énergie, les particules toutes petites, les particules subatomiques qui nous composent, les atomes, les électrons, etc. Pareil, je vais faire un gros raccourci, mais on pourrait dire qu'elles interagissent, qu'elles communiquent en permanence avec les atomes du monde, parce que tout est composé d'atomes et de toutes petites particules d'énergie. Nous, cette table, ce verre d'eau, l'invisible autour de nous. Et donc, cette loi de l'attraction, c'est mon énergie, mon champ énergétique, ce que je suis énergétiquement, interagit avec la réalité autour de moi et va me rapprocher d'une réalité énergétique ou m'en éloigner selon qu'on soit compatible ou pas. Et la loi de l'attraction, c'est ça. Et c'est vrai, la loi de l'attraction nous explique effectivement pourquoi on est créateur de notre réalité. Parce qu'on est une énergie en mouvement dans un univers énergétique. Et plus tôt on le comprend, et plutôt on en tient compte dans la manière dont on vit, mieux c'est. Parce que vraiment, et c'est pour ça que je dis que je reconnecte les gens, je les fais passer d'une vie logique à une vie magique, c'est là que... On devient créateur. C'est là que des miracles arrivent, c'est là que des choses qui font pas sens arrivent, c'est là que notre vie devient une succession de synchronicités complètement extraordinaires. Et voilà, on se sent effectivement créateur et soutenu surtout par quelque chose d'invisible et de sacrément plus grand que nous, avec lequel c'est un bonheur de co-créer. Il y a quelque chose de très fort aussi, c'est vraiment l'effet de groupe, le fait d'être toutes ces femmes et c'est parfois des hommes aussi. Alors, il y a de temps en temps des hommes dans mon monde, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus féminin. Ouais, c'est plus féminin, mais du coup, il y a cette force en fait dans l'énergie aussi qui se ressent. Bien sûr. En fait, quand on fait un programme ou du coaching en groupe, il y a plein de choses qui se passent. Si toi, tu prends la parole et que tu poses une question, ta situation, la situation que tu nous dévoiles et pour laquelle tu demandes un éclairage, elle va peut-être faire écho à la situation de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a l'effet miroir. Les questions des uns apportent des réponses à d'autres qui ne savaient même pas qu'ils avaient cette question-là. Le déclic de celui-ci va aussi permettre un déclic à celui-là. Donc déjà, rien qu'au niveau, on va dire, mental, intellectuel, émotionnel, il y a une force. Et ensuite, si on parle d'énergie, le fait qu'on soit, donc en l'occurrence dans le programme dans lequel tu es actuellement, on est 130, c'est 130 personnes qui s'engagent
dans la même direction, qui œuvrent avec la même intention de base. On a des rendez-vous pour des pratiques collectives ensemble. On est 70, 75, 50, ça dépend des jours, le matin, à venir écrire, prendre la responsabilité de nos pensées, transformer nos croyances, parce que toutes ces choses-là influencent notre énergie influence notre vie, etc. En fait, ce qui se passe, il y a un terme pour ça, l'agrégat des intentions individuelles et des énergies, des émotions individuelles orientées dans la même direction, ça s'appelle un égrégore. Et donc, c'est comme s'il y avait donc, mettons, on est 70 un matin, et ben il y a comme une 71e entité qui est la somme des 70 entités énergétiques, intellectuelles et émotionnelles en présence. Et c'est vrai que les femmes qui sont dans mon monde, et notamment soit sur ce programme, soit dans le programme qui va durer 1 an, ressentent ça. Comme si on était soutenus énergétiquement par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est juste nous tous, orientés dans la même direction. Et justement, pour aller vers ces rêves, pour arriver un petit peu à se libérer ou même complètement à se libérer des croyances qui peuvent nous bloquer, donc il faut augmenter son énergie. Et donc, ça passe par les pensées. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de clés pour ceux qui ne connaissent pas encore pour augmenter son énergie de manière à justement attirer autour de soi des choses qui sont plus dans le cœur, qui sont plus agréables, ou vivre dans la magie, aller jusqu'à vivre dans la magie des synchronicités, Voilà, est-ce que tu pourrais répondre à cette question pour donner un petit peu des tips aux gens qui nous écoutent? Alors, quand tu dis augmenter son énergie, donc il y a l'énergie, peut-être si c'est une première pour quelqu'un qui nous écouterait, peut-être que ça peut être compris comme l'énergie physique. J'ai plus d'énergie ce matin. Toi et moi, on parle d'autre chose. Là, on parle vraiment plus d'une signature énergétique, comme en fait un être humain. C'est la somme de pensées, d'un certain nombre de pensées, d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre d'émotions ressenties de manière répétée, fréquence, chronique, d'actions. On est la somme un petit peu de tout ça. Et toutes ces choses-là sont de l'énergie à part entière. C'est-à-dire qu'une pensée, c'est un courant électrique, ça se mesure en volts. Une émotion, ça se mesure en hertz, ça a une fréquence. Et donc voilà, donc le fait de comprendre que ces différentes choses-là ont leur empreinte énergétique, c'est intéressant parce que le but, c'est commencer à aligner tout, d'avoir des pensées qui sont alignées aux croyances, qui sont alignées aux émotions, qui, tant qu'à faire, infusent ou inspirent des actions qui sont elles aussi alignées vers la même intention. Quand tout ça est aligné, ça veut dire que énergétiquement, notre signature énergétique, ou on va dire, si on considère qu'on est comme un espèce de grand émetteur-récepteur qui envoie des messages à l'extérieur, à la vie, à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, et que cet univers nous répond, c'est très important que ces messages qu'on envoie soient le plus cohérents possible finalement, et pas avoir une intention qui est de X avec des pensées qui disent Y, des actes qui disent encore complètement autre chose, et alors là on dit mais on sait plus en fait, la fille elle est pas du tout cohérente, elle envoie des messages qui disent tout et son contraire. Et alors c'est pour ça que c'est très important de comprendre que nos pensées, c'est vrai, sont créatrices. Elles ont un rôle dans notre réalité. Nos pensées, alors encore plus quand c'est des pensées catalysées par l'émotion. Donc le but, c'est vraiment d'aligner nos pensées et nos émotions. Mais pour les aligner, déjà, il faudrait savoir, je veux les aligner sur quoi. Donc il faut avoir une intention, il faut avoir des rêves précis, il faut avoir... qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est quoi mon destin le plus grand, le destin le plus grand que j'ai envie d'accomplir? Et donc, on fait des petites pratiques qui sont tellement simples, mais qui sont puissantes, surtout quand il y a une répétition, notamment de dire « je reprends le contrôle de mes pensées, je reprends le contrôle de mes croyances », parce que si on ne prend pas le contrôle de nos pensées et de nos croyances, on se retrouve, et c'est prouvé, à penser 80% les mêmes pensées que la veille, dont X% sont a priori généralement négatives et tout. Donc, une des bases des choses que moi je transmets, un des exercices le plus simple, c'est ça, c'est qu'est-ce que je choisis de penser aujourd'hui? Quel genre de croyance? Voilà, j'ai tel objectif, j'ai tel rêve. Est-ce que j'ai les pensées soutenantes? Est-ce que j'ai les pensées qui vont permettre à ce rêve de se réaliser? Ça serait comme notre meilleure amie ou notre amie qui serait à côté de nous. Qu'est-ce qu'elle me dirait à ce moment-là? Quelle pensée soutenante elle pourrait avoir? Mais c'est ça, on pense mal. En fait, le succès dans la vie ou la réussite, pour moi, c'est 80% en anglais on dirait, parce que je fais beaucoup de choses en anglais, mais de inner game. Donc c'est de jeu intérieur ou d'intériorité, et 20% d'action, 20% d'extériorité. Si le discours intérieur est bon, tout est bon.
Donc, c'est vraiment reprendre le contrôle de ses pensées, ses croyances, ses émotions, ses énergies, nettoyer son subconscient, faire en sorte que mon discours subconscient, donc celui qui s'entretient à l'intérieur de moi, sans même que je fasse d'efforts, et souvent il n'est pas très bon, de le transformer, de l'expanser pour que mon subconscient me soutient. Et plus le discours intérieur d'une personne est puissant, plus loin elle ira dans la vie. Et après, c'est quelque chose qui se muscle. Exactement. Que toi, tu as fait depuis des années et qu'on apprend. Et qu'on n'apprend pas à l'école, d'ailleurs. Non, pas trop. Et voilà, ça se muscle au fur et à mesure des années. Et puis voilà, le but, c'est de rendre possible nos rêves, parce que tout le monde en a. Et d'ailleurs, il y a souvent des gens qui disent « Non, moi, j'ai pas de rêve. Moi, j'y crois pas trop. » Enfin, je sais pas, toi, ce que t'en penses là-dessus, sur les rêves. En fait, j'en ai plein, et il y a 10 ans, ça va bientôt faire 10 ans, ce changement de vie, j'en avais pas beaucoup. Ou si tu m'avais interrogée à Paris dans une soirée comme ça, et tu m'as dit c'est quoi tes passions, je me serais décomposée parce que j'en avais pas. Enfin, je travaillais vraiment, j'avais beaucoup d'œillères et je travaillais. J'avais une vie dans laquelle j'étais heureuse. Hein. J'ai pas quitté une vie dans laquelle j'étais pas heureuse. J'ai quitté une vie dans laquelle je me suis rendu compte que j'étais pas épanouie, mais du coup j'avais pas vraiment de rêve, et je crois que on nous apprend pas à l'école à rêver et à rêver grand, et moi c'est ce que j'essaye d'apprendre et de réactiver à l'intérieur de mes clientes, que j'appelle même pas mes clientes, je dis que c'est des clientes âmes sœurs, parce que c'est pareil, souvent on est mise en lien à des moments justes par la vie. Et donc, c'est vraiment de normaliser, de rêver, normaliser de rêver grand, normaliser de regarder la peur qui va avec un grand rêve, de la regarder en face, de lui faire un clin d'œil. C'est une citation que j'aime beaucoup, ça. Et de lui faire un clin d'œil, d'avancer, de se challenger, normaliser aussi de s'impressionner régulièrement, normaliser de se célébrer, de célébrer les autres. C'est aussi pour ça que des expériences en groupe, je crois que ça, c'est un des trucs que je fais bien. Je crée des communautés hyper soudée, hyper soutenante. Je confirme. Voilà. Parce que des années après, on est encore tout en lien et on est porté. Ouais. Exactement. Et il y a un truc qui doit, je sais pas, être dans mon énergie ou dans les cadres énergétiques même que je pose pour mes expériences. Il y a un soutien et un amour et une bienveillance inconditionnelle qui sont donnés à profusion par des personnes qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui apprennent à se connaître très très vite dans mes projets. Et ça fait la différence aussi, parce que si tu sais où tu veux aller dans la vie, je travaille beaucoup avec le futur, de se projeter dans le futur et de ramener l'énergie du futur dans le présent, de déjà aujourd'hui incarner son future self, celui qu'on sera dans le futur, et tant qu'à faire dans un futur le plus accompli, le plus ambitieux, le plus chouette possible. Moi, si je vis la vie que je vis aujourd'hui, c'est parce que celle que j'étais à 26 ans a eu du courage un jour. Elle a eu 7 jours de courage, elle a démissionné, elle n'a pas laissé la place au doute, je la remercie tous les jours. Et d'ailleurs, tu as démissionné très très vite, en 7 jours. Des fois, il y a des décisions, il ne faut pas trop laisser le mental. Oui. Toi, ça s'est moi, ça s'est fait très très vite. Et c'est sûr que si je m'étais laissé 1 mois, je serais peut-être encore toujours dans cette entreprise. Donc, j'ai agi vite. Parce qu'il y a eu une impulsion, il y a eu une intuition, il y a eu cette sensation d'une voix. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, quand j'ai mentionné Dieu sur la une. Je dis aussi toujours qu'il y a toute une hiérarchie de voix à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'un être humain, et c'est hyper important de comprendre que déjà il y a plein d'élan à l'intérieur de nous, il y a plein d'âges énergétiques encore à l'intérieur de nous qui sont présents. Et donc oui, des fois on a Dieu sur la une, c'est comme ça que je dis ça en rigolant, on a l'intuition hyper fort, on a un enthousiasme, c'est ce que tu as ressenti aussi quand tu t'es senti guidée vers le projet Liberté Chérie. Donc ça, c'est très élevé. Ça nous fait sentir de l'expansion, de l'ouverture dans le corps, des frissons et tout. Et puis après, oui, si on laisse un peu d'espace, c'est normal. Quand on commence à étudier comment fonctionne l'émotionnel humain ou le cerveau humain, on comprend que c'est hyper normal, après avoir ressenti un appel et vécu un moment de high comme ça, d'avoir ce que je reprends le terme d'une femme dont le nom va m'échapper maintenant, je vais pas être capable de la citer, mais la gueule de bois du courage. Après, tu vois, il y a ce moment où ah non, et en fait peut-être que c'est trop grand. Mais quand tu as déjà signé ton contrat avec TED, ou quand tu es déjà allé voir ton boss en lui disant que tu démissionnais, même si ces voix, elles arrivent, il n'y a plus vraiment l'espace de leur laisser reprendre les rênes, tu vois. Donc, il y a Dieu sur la 1, et puis il y a souvent la résistance sur la 6, les doutes, la peur, etc., sur la 7 ou la 8. Et donc, moi, je dis, c'est comme si au sein d'une entreprise, tu as
plus haut niveau, le ou la PDG qui cherche à te joindre, et toi, t'es plus occupé au téléphone avec la peur et la doute, et tu vois, avec, entre guillemets, il n'y a pas comment dire, d'irrespect dans ce que je dis, c'est juste une histoire de hiérarchie dans mon analogie, mais comme si tu priorisais de décrocher pour le concierge, alors que t'as Dieu qui t'appelle, tu vois. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est très important d'agir sur ce genre d'impulsion haute et de comprendre que la peur, les doutes, la résistance, ça se travaille en chemin. Ils ont pas raison. Oui, je parlais des rêves. Voilà, de parler des rêves. Je parlais des rêves parce que des gens disent je ne sais pas, j'ai pas de rêve, alors que les rêves, pour moi, ils sont mis depuis qu'on est tout petit en fait en nous et que après on les oublie. Je le vois un petit peu comme ça. Ouais. Mais alors, je sais pas si tu confirmes, mais la première chose en fait, c'est de commencer par rêver et rêver très très grand. Ouais. Et puis la deuxième après, c'est de poser des actions évidemment là-dessus. Mais voilà, il y a des actions à raisonner. Et il y a beaucoup de gens qui restent à la raison, et puis il y a le cœur qui appelle, et là on peut repartir sur la physique quantique, le je ne sais pas. Enfin, je sais pas, tu es d'accord avec moi? En fait, là, j'essaie de donner des petites inspirations à ceux qui nous écoutent et qui se diraient moi, j'ai pas de rêve ou. Alors, déjà, quelqu'un qui dirait j'ai pas de rêve, c'est peut-être possible. Moi, j'étais quelqu'un qui avait pas de rêve, ou alors il y avait trop de choses qui obstruaient ma capacité à rêver et tout. Donc, déjà, c'est intéressant d'en prendre conscience, c'est pas grave, et de se dire à la limite, je vais m'inspirer. Les réseaux sociaux, c'est génial, ça a plein d'aspects positifs. Moi, je suis inspirée, toutes mes mentors sont américaines ou canadiennes. Je vais chercher beaucoup plus d'inspiration de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Donc, de commencer à lire peut-être des biographies, des choses, sortir, aller lire des livres différents, aller assister à des conférences, rencontrer des personnes différentes et faire confiance à ce que j'appelle des effets d'alignement. Des fois, des coups de cœur et des trucs, on dit « Oh, waouh, là, il y a tout mon corps qui vibre, ça m'inspire ce que cette personne a dit. » Ça, c'est déjà une information, tout simplement. Donc, et puis aussi, quand on commence à dire, quand on décide « Je veux réactiver, je veux ressentir ma capacité à rêver », comme moi, le jour où j'ai dit « je veux me laisser guider par mon intuition », faites confiance aussi. Il y a quelque chose de différent qui va se passer. Et ensuite, ce qui se passe trop souvent, c'est que les gens, ils ont des rêves et puis ils vont baisser leurs rêves au niveau de leurs possibilités, au niveau de leur peur, au niveau de leur... Et justement... C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est, ok, j'ai un rêve, ce rêve, il est là, c'est mon âme, c'est Dieu sur la une, c'est l'univers, c'est mon enfant intérieur qui me met ce rêve-là, donc il est important. Un rêve, c'est sacré. Un élan du cœur, c'est sacré. Ok, je suis en dessous, pas grave, le rêve, c'est son rôle aussi, c'est de me permettre de faire cette trajectoire et de me muscler, de devenir la personne qui a les épaules pour réaliser le rêve. Si tu as un rêve sportif, j'en sais rien, tu veux faire un Ironman comme mon compagnon qui est beaucoup dans cet univers, ou un rêve de conférence comme moi, une conférence avec tant de personnes, ou un rêve de quoi que ce soit d'autre, soit tu dis « Ah mince, j'ai un rêve de faire des conférences devant des centaines de personnes, mais je flippe dès qu'ils sont plus que 15. » Qu'est-ce que tu fais? Tu minimises ton rêve, tu te dis « Je vais pas faire un Ironman, je vais juste faire la course du quartier. » Ou tu décides que tu mets un plan en route et puis voilà, je vais devenir la personne qui sera capable de passer la ligne d'arrivée d'un challenge pareil, quel qu'il soit, et puis tu profites de la trajectoire. C'est extraordinaire. Tu peux à l'avance savoir, ok, dans 6 mois, je serai pas la même personne qu'aujourd'hui et j'ai hâte de me rencontrer. Et justement, pour aller vers ces rêves-là et voir que tout est possible, on dit souvent de la peur qu'elle ne se trouve pas dans la situation en telle qu'elle. En tant que telle. En tant que telle, merci. Mais dans la tête, en fait, de la personne qui observe cette peur. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de te demander quelles ont été les plus grandes peurs que tu as dépassées, dont tu es fière aujourd'hui. Peut-être ce départ, déjà. Ouais, ce départ. Et en fait, la peur, c'est un moteur. Pour moi, si quelque chose me fait peur, j'ai repositionné la peur, en fait. Et tu vois, je lisais un livre en venant, parce que j'ai pris le train pour te rejoindre. Et il expliquait, et je trouvais ça super intéressant, que 80% des gens dans le monde sont drivés de manière consciente ou inconsciente par la peur ou par la recherche d'éviter une situation, que ce soit conscient ou inconscient. Et seulement 20% des gens sont drivés par le courage et par le fait de se rapprocher d'une situation, d'accord ? Soit on cherche, quoi qu'on fasse dans la vie, soit on cherche à éviter quelque chose ou à se rapprocher de quelque chose. Et du coup, moi, je fais partie des 20% qui maintenant vivent vraiment avec le courage au premier plan, pas la peur. Et quand la peur est là,
c'est une occasion tout de suite de dégainer mon courage. Pour moi, au contraire, c'est hyper positif. Surtout si c'est peur mêlée à excitation. Donc déjà, c'est important ça. Et dans des peurs, tu vois, même un truc tout simple. Moi, j'avais très peur de l'eau, la mer, le grand large, d'aller nager, même si j'aime beaucoup ça. C'est un élément que j'adore. Mais alors, la mer et l'océan, au-delà de 10 mètres du bord, c'était vraiment paralysant pour moi. Et j'ai décidé, par exemple, en conscience, que j'allais pas rentrer de mon tour du monde avec ça. Donc en fait, en conscience, je suis allée chaque fois plus loin. J'ai associé ça, j'ai trouvé des manières d'associer l'eau à des expériences agréables et je me suis reprogrammée en conscience. J'ai fait par choix des choses qui me faisaient peur plutôt que de continuer de regarder du bord la peur et de m'empêcher de faire des choses, tu vois. Et donc, j'ai repoussé littéralement là les limites de mes possibles par rapport à l'eau parce que j'ai fini, avant de rentrer en France, en pleine mer, au large du Mexique, à nager avec des requins-baleines, mais en pleine mer, à des kilomètres du large, etc. Donc, même sur des choses comme ça, de peur vraiment physique du quotidien, c'est possible. Et puis après, il y a surtout la peur émotionnelle. Donc, le simple fait de se dire je suis quelqu'un de se reconditionner, d'avoir une croyance identitaire forte à propos de soi et de commencer à magasiner plein de preuves dans cette direction-là, de se dire je suis quelqu'un qui est stimulé par la peur, je suis quelqu'un qui dépasse ses peurs, je suis quelqu'un qui a compris que de l'autre côté de la peur, il y avait une nouvelle version de moi que j'ai vachement hâte de rencontrer. J'ai une mentor qui dit la peur c'est chouette, on en prend une tasse au petit-déj, tu vois. Alors il faut bien évidemment faire attention à pas prendre une trop grosse dose parce que sinon on se retrouve, on fait une indigestion carabinée, c'est pas le but. C'est donc il faut pas se jeter directement dans une zone qui va gérer non pas de la peur mais carrément de la panique ou un trauma. Si moi on m'avait mis directement en pleine mer avec les requins-baleines, je pense que je remettais plus jamais un orteil dans l'eau. Il y a eu une espèce de progressivité. Dans cette progressivité, il y a eu des sacrées sorties de zone de confort, mais dans des zones que j'identifiais moi, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Donc oui, on regarde, ou alors cette citation que j'adore de Gina Carré qui dit une femme puissante, c'est une femme qui regarde un challenge dans les yeux et qui lui fait un clin d'œil. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de mentors, qu'on a besoin d'inspiration. Il y a des phrases qui peuvent tout changer dans une vie. Donc moi maintenant, oui, dès que j'ai peur, j'y vais. Et bravo pour ça. Et cette peur de l'eau, maintenant, c'est fait, c'est ancré. T'es capable aujourd'hui. Par exemple, tu vois, d'imaginer nager en pleine mer avec une baleine, vraiment genre sous l'eau, etc. J'en ai envie, mais je sens qu'il y a quand même encore mon corps qui aurait peur. Pourtant, je l'ai fait, hein, mais les requins-baleines, c'est pas les grosses baleines bleues, tu vois. Ouais. Donc, je sens qu'il y a quand même encore un prochain step. Et il aura peut-être lieu un jour. Actuellement, la matière première dans laquelle je m'emploie à repousser mes peurs, c'est plus l'eau. En plus, j'habite à Bruxelles. C'est moins quotidien. C'est moins quotidien. Mais donc oui, c'est complètement acté et acquis au niveau de l'expérience que j'ai racontée avec les requins-baleines. Et j'identifie déjà la peur suivante qui pourrait être intéressante aussi à aller reprogrammer, tu vois. Et il y a une grosse peur quand même dont je voulais parler, c'est la peur de manquer aussi. Il y a beaucoup de gens qui partagent cette peur, notamment financièrement. Et toi, au moment où tu pars, où tu pars pour ton voyage, là, à ce moment-là, voilà, tu pars. Tu sais pas à ce moment-là que tu pars 3 ans. Non. Mais tu pars avec ce que tu as sur le moment. Donc tu dois aussi dépasser tes peurs là-dessus. Oui, alors finalement, en fait, quand je suis partie avec beaucoup d'argent, enfin plus que ce que j'avais jamais eu sur mon compte, parce que, encore une fois, quand on a un grand objectif, un truc qui nous fait rêver, on déploie des moyens extraordinaires. Donc, j'ai tout vendu, j'ai décidé d'utiliser un petit héritage que j'avais, j'ai fait des petits jobs à côté, enfin voilà. Donc, je suis quand même partie, puis j'avais lu sur les blogs de Tour du Monde qu'il fallait 20 000 € pour 1 an, etc. Ça, c'est ce que les gens qui partent 1 an en vacances avec un train de vie de vacancier vont effectivement peut-être dépenser. Finalement, moi, c'est pas du tout ce que j'ai dépensé. Ça m'a duré presque 3 ans. J'ai continué à payer mes impôts en France, etc. Mais bref. Mais par contre, oui, j'avais une grosse peur parce que j'avais beau avoir sur mon compte la plus grosse somme que j'avais jamais eue. J'avais un état d'esprit, un rapport à l'argent et catastrophique. Donc, rien à voir. 10 ans plus tard, je suis plus la même femme au niveau financier, mais ça n'a rien à voir avec mon compte bancaire. Ça a tout à voir avec mon rapport à l'abondance. L'abondance, c'est un état d'esprit, un état émotionnel avant d'être un état bancaire et financier. Et c'est vrai, ça m'a déclenché j'ai vécu des situations terribles dans mon voyage parce que c'est très particulier aussi pendant 3 ans de ne faire que dépenser de l'argent, de pas en gagner.
en tout cas pour la femme que j'étais à l'époque, et je ne savais pas d'où allait revenir l'argent suivant. Donc ça a été un saut dans la foi phénoménal aussi, tu as raison, au niveau de la peur du manque. Et elle était presque pire finalement que la peur de l'eau. Parce que j'ai vécu des moments de paralysie dans mon corps rien qu'à l'idée de regarder mon compte en banque. Mais tu te rends compte de ça et je me rends compte du chemin. Oui, non, mais tu te rends compte de ça à ce moment-là et tu le transformes et peut-être un peu plus dans ton corps, même à faire confiance, à lâcher prise, à avoir la foi. Et à ce moment-là, finalement, la vie t'apporte des opportunités auxquelles tu ne t'attendais même pas, puisque à ce moment-là, il y a quand même des gens qui commencent à te suivre, à te demander conseil, etc. Et puis à demander tes services, en fait, sans même que toi, au départ, tu y penses, en fait. C'est ça aussi qui est... C'est sûr. Et puis moi, si je regarde en arrière, là, à l'âge que j'ai aujourd'hui, les plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie ou les plus grands apprentissages, c'est ceux qui ont été de l'autre côté d'un saut dans la foi. Et c'est ce que le saut en lui-même m'a appris et l'endroit où je me suis fait atterrir, du coup, parce qu'on atterrit dans une autre réalité. Donc, si c'était à refaire, je referais les mêmes et j'en ferais d'autres. Et là, justement, notamment ce programme cette année d'1 an avec toutes ces femmes qui me suivent dans ce mouvement, parce que c'est plus qu'un programme, c'est comme un mode de vie, de normaliser, de sauter dans la foi, de normaliser, de savoir très clairement je vais où, c'est quoi mon rêve le plus grand, mon destin le plus fou, et qui dois-je être aujourd'hui dans le présent pour m'assurer que le futur ressemble à ça, tu vois. Et c'est super intéressant de faire ce voyage futur, présent, futur. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je remercie la Margot de 2014 qui a démissionné. Je remercie celle qui a lancé son activité. Je remercie celles au pluriel qui ont fait des erreurs aussi en chemin, etc. Et si Margot, dans 5 ans, veut avoir de quoi remercier celle que je suis aujourd'hui, j'ai envie d'être digne, de me donner les moyens dans le présent, de créer un futur hyper abondant, hyper agréable, tu vois, un futur dans lequel je vais devoir me pincer pour réaliser, c'est vraiment ma réalité, quoi. Donc, on a une responsabilité dans le présent, quoi. Non seulement on crée ce moment-là, il existe maintenant, dans 10 minutes, il sera déjà dans le passé, plutôt dans les souvenirs. Donc si on veut que ce soit un beau souvenir, que ce soit chouette à revisiter dans le passé, faut tout donner à cet instant. C'est l'instant présent. L'instant présent. Et dans le présent-là, on est aussi en train de créer le futur de ton podcast, par exemple, tu vois. Donc, on a tellement de responsabilités dans le présent, et moi, je trouve ça génial de dire, dans le présent, se crée le passé et le futur. Du coup, je vais essayer d'être un petit peu à la hauteur. Et la hauteur, je la fixe moi-même. Du coup, parce respire. C'est ça. Ce mot-là, il fait flipper tout le monde. Mais la hauteur, c'est moi qui la fixe. Il y a la seule hauteur que je veux atteindre, c'est celle que moi, je me suis mise avec amour pour moi, tu vois. Pour me faire vivre une vie dans l'idéal qui est kiffante, qui est grande, qui rend fière. Et d'ailleurs, j'aimerais bien parler aussi de tes capacités, en fait, de cette connexion dont tu parlais pendant le voyage et qui te suit et qui se développe au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai eu l'occasion avec toi de faire une lecture akashique. Et alors, je connaissais pas trop. C'était un peu... Voilà, je savais pas trop ce que c'était. Mystérieux. Un peu mystérieux, mais je crois que ça l'est pour beaucoup de monde encore. Et voilà, et j'ai pu avoir cette expérience. Alors, c'était plus comme une guidance sur des questions. Et ça a été... voilà, j'ai eu de très belles réponses et je me suis sentie très bien après. Et j'ai eu des clés pour avancer plus sereinement pour la suite. Donc, je te remercie. Mais pareil, comment on vient, en fait, comment ça t'est venu d'arriver à ces lectures akashiques, de proposer ça? Alors, une lecture akashique, c'est en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, déjà, parce que c'est vrai que c'est un terme un peu mystérieux comme ça, et c'est ça qui est assez fou. J'ai eu un déclic phénoménal en 2022 quand j'ai commencé à me former, entre guillemets. C'est une lecture énergétique. Akasha, c'est un mot sanskrit qui veut dire énergie fondamentale, invisible, qui parle de cette toile énergétique qu'est l'univers, là, dont je parlais tout à l'heure, de ce champ unifié, cet invisible-là, dans lequel il y a toute cette information énergétique avec laquelle on est, qu'on le veuille ou non, constamment en train d'échanger de l'information. Et bien, ce champ unifié-là, en sanskrit, qui est une des langues les plus anciennes au monde, ça se dit akasha. Donc, akashique, c'est le mot qui se rapporte à ce champ unifié énergétique. Donc, en fait, c'est la même chose que quantique. Quantique et akashique, grossièrement, ça définit la même chose. Parce que la physique quantique, c'est la physique qui étudie l'énergie, donc qui étudie ce champ unifié. Et l'akashique, ça s'y rapporte également. Et une lecture akashique, ça veut dire qu'on peut lire cette énergie. Parce qu'en fait,
cet invisible énergétique, je caricature, mais il se souvient de tout. C'est comme si tout ce qu'on a fait depuis la nuit des temps, tout ce qu'une âme a vécu dans toutes ses incarnations, ça laisse une empreinte énergétique et on peut s'y connecter. Et donc, moi, ces choses-là m'ont toujours fascinée et j'avais jamais imaginé que je pourrais être un jour du côté de l'autre côté de la table et être celle qui propose ça, mais je me suis formée et c'est allé très vite parce que on peut tous ouvrir ce genre de capacité. Je pense que chez moi, c'était hyper disponible. Donc voilà, donc c'est une lecture d'énergie. Et j'ai commencé et j'ai adoré. Et c'est très naturel pour moi, en fait, de fermer les yeux et juste de recevoir de l'information en image à propos de la personne. Et ce que j'ai bien aimé, justement, avec cette lecture akashique, c'est que vraiment, c'était doux, c'était une guidance. Et justement, sur ce fait-là, on a besoin d'aller... on n'a pas besoin, mais on va chercher une confirmation extérieure, que ça soit par des médiums, des voyants, et il y a même dans les lectures akashiques, je pense que chacun le fait de manière différente. Mais voilà, justement, ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as laissé là-dessus aussi mon ressenti. C'est plus un accompagnement, comme tu le fais quand on est en groupe, un accompagnement dans cette guidance. En fait, c'est une guidance. Et quel est le rôle, justement, dans tout ce dont on vient de parler, de l'importance de se faire confiance, de s'écouter pour justement arriver à entendre cette intuition, cette petite voix qui nous parle. En fait, ce que tu soulignes là, et c'est parce que moi, depuis 5 ans, j'ai testé plein de formats différents. Maintenant, il y a aussi ce rôle où si on me rajoute une étiquette de canal, parce que je canalise de l'information, je connecte à l'âme de la personne, à ses guides, à ce champ unifié, etc. Et en fait, mon rôle dans toutes ces casquettes-là et dans toutes ces postures, effectivement, c'est de renvoyer à la personne sa puissance personnelle. Parce que je le vois en coaching et je le vois en lecture akashique. Il y a plein de gens qui viennent pour être sauvés ou qui viennent, alors plus avec moi parce que c'est pas ce que j'incarne et donc ce genre de personne ne vient plus à moi. Mais néanmoins, on vient un peu, notamment dans les lectures akashiques, demander comme une espèce de validation à un plan auquel on accorde un crédit fou. C'est guide, la vie, enfin, ça dépend ce que les gens imaginent qu'on interroge. Et moi, à chaque fois, j'essaye vraiment, et d'ailleurs même eux là-haut, ne prennent pas le libre arbitre de la personne. Ils renvoient les gens à leur libre arbitre, en disant c'est pas à eux de décider, mais ils veulent bien éclairer un choix, en essayant de mettre en lumière les dynamiques en jeu qui sont en dessous, etc. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de questions fermées. On non, peut pas te demander oui ou non. Est-ce que je dois faire ça ou ça ? En tout cas, avec moi, ça marche pas. Je reçois pas de réponse à ce genre de questions. Et même si j'en recevais, je veux pas les donner aux gens parce que le but, c'est d'autonomiser la personne, de la faire sans cesse rencontrer avec plus de puissance juste sa souveraineté, son libre arbitre, son courage, etc. Et je sais plus quelle était sa question à la base. Je reviens. Ah oui. Et ce qui est intéressant aussi, il y a un concept ou un mot que j'ai développé et que j'aime beaucoup employer, c'est que je renvoie les gens à leur propre prophète ou prophétesse intérieure. Et ça, c'était déjà avant même d'avoir l'outil des annales akashiques. Je disais, pourquoi est-ce que... Parce que par exemple, moi, dans ma vie, dans mon parcours, j'ai un épisode, une anecdote comme ça, très fondatrice. 2 jours avant de m'envoler pour mon tour du monde, j'ai rencontré un petit monsieur dans le métro à Paris, bondé, qui s'est assis à côté de moi, 75 ans, et qui m'a fait des blagues. Et puis, il m'a dit, est-ce que je peux vous demander est-ce que je vous posais une question très intime ? Est-ce que je peux vous demander votre date de naissance ? Ça m'a fait rire. J'ai donné ma date de naissance à ce monsieur. Mon intuition me disait que c'était bon. Et en fait, c'est très intime, parce que c'était un passionné de numérologie, et ce monsieur m'a raconté plein de choses sur moi. On est allé au bout de la ligne, j'ai raté ma sortie, ma station, et il m'a dit, c'est le premier à m'avoir dit, tu es une guide, c'est écrit dans ta date de naissance, ton voyage ne changera pas que ta vie à toi. Ok, et puis j'ai oublié, finalement, ça m'est revenu des années après. Mais des fois, pourquoi est-ce que moi-même, toute seule, j'aurais pas pu décider de me dire, mon voyage va pas changer que ma vie à moi ? Pourquoi ça a plus d'impact quand quelqu'un d'extérieur nous le dit ? Quelqu'un, un mentor, un voyant, un parent. Et pourquoi aussi quand quelqu'un nous dit un truc infériorisant à propos de nous, on le croit aussi, tu vois. Donc c'est pourquoi est-ce que je pourrais pas être ma propre source de phrases importantes ? Pourquoi est-ce que je pourrais pas toute seule me dire « Margot, t'es destinée à quelque chose de très grand. Pourquoi est-ce que ça aurait plus de valeur quand un inconnu dans le métro me le dit ?» Donc en fait, c'est ça, c'est de décider... Si je devais prophétiser pour moi-même, prophétiser, le prophète, c'est celui qui décrit un futur
Et a priori, il a reçu cette information de là-haut, tu vois. Pourquoi est-ce que je pourrais pas être le propre prophète ou le propre oracle de ma propre vie? Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes clientes. En disant quelle est la plus belle histoire, le plus beau futur que vous pouvez imaginer à propos de vous-même, et on va aller le réaliser ensemble, tu vois. On pourrait faire peut-être même comme un petit jeu, aller voir l'horoscope du jour et puis se dire, bah non, attends, du mois, et se dire, bah attends, non, moi je vais inventer mon horoscope, voilà, c'est moi exactement. qui vais écrire ce que j'ai envie de dire. Tout à fait, ça pourrait tout à fait faire sens. Et effectivement, c'est dans les astres ce mois-ci pour moi-même, que du bon. Ouais, mais c'est ce qu'on est en train de faire avec toi dans le programme en ce moment. Exactement. Et là, donc qu'est-ce que tu prévois là du coup qu'est-ce que tu prévois alors qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu es en train de créer, qu'est-ce que tu rêves pour tous ces mois, Moi je rêve grand. En 2024, je rêve grand. Mon mot à moi pour l'année 2024, c'est all in, c'est vraiment l'année de l'engagement, du zéro regret, d'aller fort. J'ai pris une année 2023 un peu de pause, un peu entre parenthèses. Je le dois à moi, je le dois à mes clients, je le dois à la future moi qui va bénéficier de l'audace que je vais amener cette année. Donc là, quand l'épisode sort, on est en avril. Je suis juste avant ou juste après un événement en présentiel que j'organise pour les femmes qui font 1 an avec moi, enfin 1 an ou n'importe quand. En fait, on peut nous rejoindre dans cette aventure communautaire extraordinaire qui s'appelle The Quantum Year à n'importe quel moment de l'année. En fait, je crée des occasions de se transcender pour mes clientes. Je réalise leurs rêves et je crée des écrins dans lesquels elles peuvent venir expérimenter, je dépasse ma peur et je vais voir qui je suis de l'autre côté. Donc moi, j'ai fait un TED Talk, on en a parlé, ça a été hyper important pour moi. Et donc là, je les mets sur scène. Elles sont accompagnées pendant 3 mois et elles viennent faire un mini TED Talk devant tout le groupe, plus d'autres accompagnants. Et donc ça, c'est à Lyon en avril. L'étape d'après, c'est fin juin, je privatise un centre de saut en parachute et je fais sauter 50 clientes avec moi. Je l'ai fait en 2022 avec une cliente dans le contexte de son accompagnement individuel et un de mes rêves en 2024, c'est carrément de privatiser le centre de saut. Je ne sais même pas encore aujourd'hui si c'est faisable, si c'est possible. Je décide que ça l'est, s'il faut que j'appelle tous les centres de France pour en trouver un qui sera le partenaire tu vas trouver. Tu vois, aligné pour cette ambition et ce rêve-là. Dans mes clientes, il y en a qui adorent, il y en a qui ont déjà sauté, il y en a qui n'ont jamais sauté mais qui se réjouissent, il y en a qui sont mortes de peur et qui veulent le faire. Et voilà. Et moi, je veux un ciel rempli de femmes qui se dépassent et qui sautent. Et le parachute apparaîtra. Et moi, je suis en bas et j'attends et je sabre le champagne quand tout le monde atterrit. Donc, franchement, j'ai créé mon métier sur mesure et je l'échangerai pour rien au monde. J'adore ce que je fais. Voilà. Et du coup, on a hâte, on a envie de voir en fait ce saut en parachute et tout ça. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi ou voir ce que tu proposes? C'est juste mon nom et mon prénom partout. Donc sur Instagram, ça va être Margot Hamann. Sur Facebook, ça va être Margot Hamann. Mon site internet, c'est margothamann.com. Okay. On mettra en description. C'est facile. Et j'ai quand même une question, une dernière question pour clore cet épisode. Qu'est-ce que la liberté selon toi? La liberté, c'est une de mes valeurs clés. J'ai manqué de liberté et j'ai tout envoyé bouler pour aller la retrouver. Cette liberté, j'ai ri. C'est pour ça que j'ai adoré aussi le nom de ton podcast. La liberté, c'est la souveraineté, c'est la capacité à décider seul de son destin, c'est la capacité à lever tous les empêchements, à ne tolérer aucun empêchement, et c'est d'être en capacité de poser ses choix, de prendre ses décisions, Voilà, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça, se sentir libre. En fait, et en plus, je pense que c'est très codé aussi dans mon ADN parce que je me sens très vite emprisonnée. Il faut pas se mettre en travers de ma liberté. Et j'aime aussi permettre aux femmes avec moi de remettre ça aussi au centre, tu vois. Rien que l'activité que je me suis créée aujourd'hui, elle me rend libre. J'ai même pas besoin de prendre de vacances de cette activité parce que je suis libre d'être créative, je suis libre de rêver grand, je suis libre de faire ce que je veux. Elle contribue à ma liberté financière, elle contribue à ma liberté émotionnelle. Donc la liberté, c'est de ne jamais être empêchée, c'est d'être souveraine en son propre royaume. Merci Margot. Merci Candice. Merci, je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour cette conversation. Merci. Et longue vie à ce podcast. Merci. Liberté chérie.